Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le développement au cœur des préoccupations africaines lors de la 69e Assemblée générale des Nations unies à New York. Des valeurs particulièrement défendues par le président sud-africain Jacob Zuma. La lutte contre les épidémies figurait également parmi les messages délivrés par les chefs d'État africains à la tribune des Nations unies. Un point notamment soulevé par le président kényan Uhuru Kenyatta. Et puis, que reste-t-il des objectifs du millénaire pour le développement? Le président tchadien en a dressé un premier bilan lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État africains se succèdent donc à la tribune des Nations unies à New York. La 69e Assemblée générale a débuté depuis mercredi aux États-Unis. Les présidents tchadiens et sud-africains s'y sont exprimés et ont exhorté les pays du continent à poursuivre leurs efforts en matière de développement. Le point avec Yohan Djameta. La 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte ce mercredi 24 septembre à New York. Le président tchadien Idriss Déby s'est adressé aux dirigeants africains et internationaux présents dans l'hémicycle des Nations unies. Il a tenu à revenir sur l'importance des objectifs du millénaire pour le développement, un ambitieux programme proposé par l'ONU qui comporte 8 points visant à lutter contre les maux qui entravent le bon développement des États. L'élaboration unanimement saluée d'un agenda pour l'après 2015 nous a donné l'occasion de revisiter en profondeur les OMD en y apportant des réponses appropriées. L'Afrique, pour sa part, a adopté une position commune qui requiert l'adhésion de tous les États et ses partenaires. Cette position commune africaine s'inscrit dans la vision de 2063 de l'Afrique. C'est pourquoi le Tchad, mon pays, y apporte son total soutien et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans l'agenda post-2015. Un constat partagé par le président sud-africain Jacob Zuma qui appelle à une véritable impulsion sur un continent encore en marge des pays développés. In spite of the progress that we have made thus far, en dépit des progrès que nous avons réalisés à ce jour, les rapports continuent de montrer que l'Afrique est à la traîne en termes de réalisation de certains des objectifs du millénaire pour le développement. C'est à juste titre que nous apprécions la mise en place de l'agenda du développement post-2015, qui sera la continuité du travail encore inachevé dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'agenda du développement post-2015 fournira un cadre de référence pour notre accord collectif sur ce qui doit être fait. Nous réaffirmons que les pays développés devraient être des partenaires fiables et respecter leur engagement quant aux objectifs de développement, comme la contribution de 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement. Official development assistance. Alors que l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement approche, l'agenda post-2015 permettra de faire perdurer les efforts accomplis jusqu'à aujourd'hui. Le président kényan a également délivré son discours à New York. À l'heure où le virus Ebola décime l'Afrique de l'Ouest, le président Uhuru Kenyatta a rappelé que la lutte contre les pandémies doit devenir une priorité. Autre préoccupation, le programme du plan de développement de l'après-2015. Ibra Radinjai. Dans sa quête pour l'émergence économique, les efforts des États africains et de leurs partenaires économiques butent sur plusieurs obstacles qui ont pour nom instabilité socio-politique ou comme actuellement l'épidémie d'Ebola. À la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président kényan Uhuru Kenyatta a insisté sur l'importance pour l'Afrique de mieux réagir face aux crises qui menacent les États directement. La crise d'Ebola fait ressortir le fait qu'il est urgent de bâtir des États forts capables de gérer les crises et de répondre aux urgences. La faiblesse de l'État dans plusieurs pays est liée à certaines pratiques qui ont affaibli les États. Nous devons créer des États forts qui peuvent réagir aux coups durs du futur. Pour le président kényan Uhuru Kenyatta, le modèle de développement de ces 5 dernières années est devenu obsolète. Ce modèle dépassé est défini par des relations commerciales négatives, des régimes de gouvernance globaux paternalistes. Le Kenya, qui fait face depuis plusieurs années aux attentats des Al-Shabaab, exhorte la communauté internationale à apporter des réponses universelles capables de résoudre les maux qui touchent le monde, quel que soit le pays. Des objectifs qui doivent être la quintessence du plan de développement de l'après-2015.
Le nouveau programme de développement mondial doit traiter de l'ensemble des défis sociaux, économiques, environnementaux auxquels le monde est confronté en ce XXIe siècle. Les questions de développement économique doivent accompagner les défis traditionnels que sont la maladie, la faim et l'inégalité au sein des nations. Ce nouveau programme doit donc être universel et complet. Il doit être utile à toutes les nations pour pouvoir avoir un impact transformateur. Au Kenya, nous nous rendons compte cependant qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont sur la voie de réalisation de ce nouveau plan de développement. Les plus immédiats sont le terrorisme et l'extrémisme violent. Les conflits qui secouent la Libye, la Centrafrique ou récemment la crise dans le nord du Mali sont pour le président Uhuru Kenyatta des obstacles qui freinent ou retardent le développement économique du continent. La fragilité de la Corne de l'Afrique, notamment en Somalie, où les soldats kenyans luttent du côté de l'Union africaine pour le retour définitif de la paix, est également une préoccupation pour le chef de l'État kényan. Et l'agenda post-2015 occupait également une place importante dans le discours du président Idriss Déby Itno. Pour N'Djamena, l'agenda du développement post-2015 des Nations Unies nécessite également le soutien du Tchad et de l'Afrique en général à travers ses institutions. L'Union africaine est directement visée. Ibrahima Ndiaye. Quel bilan en 2014 pour les objectifs du millénaire pour le développement? Pour des dirigeants du continent, comme pour de nombreux spécialistes du développement, de nettes améliorations ont été notées sur certains objectifs, notamment en matière de réduction de la pauvreté, l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Mais si les résultats du dernier rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement témoignent d'une volonté politique de la part des gouvernements africains, de nombreux facteurs pourraient empêcher d'atteindre tous les objectifs avant l'échéance de 2015. Durant les sessions précédentes, nous avons fait le constat selon lequel le développement, à travers l'atteinte des objectifs du millénaire, n'a pas produit de résultats escomptés pour bon nombre d'États. Parmi les principales causes figure en bonne place la faiblesse de solidarité dans le financement de ces objectifs, leur inadaptation aux préoccupations et réalités de l'Afrique, ainsi que l'apparition de multiples crises mondiales, tant financières, alimentaires, environnementales que sécuritaires. 2015 approche et le chemin est encore long pour atteindre les engagements fixés. Pour N'Djamena, l'agenda du développement post-2015 des Nations Unies mérite son soutien et celui de l'Union africaine. L'élaboration unanimement saluée d'un agenda pour l'après 2015 nous a donné l'occasion de révisiter en profondeur les OMD en y apportant des réponses appropriées. L'Afrique, pour sa part, a adopté une position commune qui requiert l'adhésion de tous les États et ses partenaires. Cette position commune africaine s'inscrit dans la vision de 2063 de l'Afrique. C'est pourquoi le Tchad, mon pays, y apporte son total soutien et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans l'agenda post-2015. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno est également revenu sur l'instabilité sociopolitique dans certains États, le terrorisme, mais également les phénomènes migratoires qui privent l'Afrique, dit-il, de ses bras valides. Des obstacles qui nécessitent non seulement la mobilisation des dirigeants, mais celle de toutes les forces vives de l'Afrique, afin de réaliser l'émergence pour le bien-être des populations du continent. L'armée nigériane s'aligne sur la position camerounaise et déclare à son tour le chef de Boko Haram comme mort. Aboubacar Sheko avait entre autres commandité l'enlèvement de 200 lycéennes au mois d'avril, lycéennes dont on est toujours sans nouvelles. Aucune circonstance n'a été révélée sur la mort du leader, mais la prudence est de mise. Par 2 fois, le décès du terroriste a été annoncé et à chaque fois, des vidéos ont été publiées où il promettait de récidiver. Écoutons l'analyse du géopolitologue Samuel Gembok. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où cela va permettre d'alimenter le moral des troupes, parce qu'il est important d'enregistrer des victoires militaires sur l'ennemi. Mais deuxièmement, il faut également accueillir cette bonne nouvelle parce que d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du Nigeria au Cameroun, il y a des victoires qui sont enregistrées. Cela peut encourager le renforcement de la mutualisation des moyens, de l'interopérabilité des forces dans la lutte contre Boko Haram. Mais en revanche, il faut prendre
cette bonne nouvelle avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas se lancer dans un optimisme béat. Parce que se lancer dans un optimisme béat, c'est sous-estimer la capacité de fragmentation des mouvements terroristes. Ce sont des professionnels du terrorisme. Et donc, ils ont fait de cette activité toute une profession. Donc, la capacité de fragmentation des mouvements terroristes, généralement, ne se fait pas de façon désordonnée. La campagne électorale des élections locales au Congo profite aux commerçants. Imprimeries, maisons de décoration et autres ont doublé, voire triplé la recette journalière ou hebdomadaire depuis le début de la campagne. Avec la fabrication des produits dérivés comme les banderoles, les casquettes ou t-shirts, ces 2 semaines ont été particulièrement lucratives, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Depuis plus de 10 jours, les candidats aux élections locales au Congo sont en campagne. Une campagne qui profite bien aux commerçants, qui confectionnent t-shirts, casquettes et gadgets de tout genre, des décorations et impressions sur différents sports. Du magasin aux états-majors des partis, c'est toute une chaîne qui s'y retrouve. Ici à Poto-Poto, cette structure travaille 2 à 3 fois plus depuis le début de la campagne. Les commandes s'enchaînent et l'équipe se mobilise. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous donne un plus. Ouais, ça nous rapporte quelque chose. Et puis on s'en sort très bien avec mes gars. Avec les commandes de campagne, l'équipe travaille de jour comme de nuit. Ils réalisent jusqu'à 10 000 t-shirts par semaine, soit 2 000 par jour, contre 500 à 5 000 t-shirts avant la campagne. Si les entreprises et les particuliers passent de grosses commandes en période ordinaire, ces commandes viennent au compte-gouttes. Avec la campagne, les commandes sont limitées sur une période, mais le rythme est accéléré. La demande est si forte que certaines commandes ne sont pas prises en compte. En 3-4 jours, il était impossible pour nous, Alliance Partners, de réaliser une commande de au minimum environ 1000 ou 2000 pièces de t-shirts ou de casquettes. Alors suite à cela et au respect que nous accordons à notre entreprise, nous nous sommes abstenus de réaliser ce travail. Somme toute, la campagne électorale est une aubaine pour ces structures qui produisent des supports de visibilité. Alors que les politiciens n'ont qu'un objectif, communiquer, les commerçants, eux, profitent pour faire de bonnes affaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.